Bonsoir à tous. On va démarrer, si vous voulez bien, par un petit sondage dans la salle, rapidement. Une petite question. Qui sont ceux parmi vous qui aimeraient vivre autrement aujourd'hui dans leur copropriété ou leur lotissement ? Ou en quelque sorte, ceux qui souhaiteraient plus de liens, plus de prise avec leurs voisins au quotidien ? Merci. C'est un peu ce que je veux illustrer ici, parce que je ne suis pas toute seule, vous êtes nombreux aussi comme moi, c'est que peu importe l'endroit où on habite, ici un peu d'une façon humoristique, quelqu'un qui habite une valise, c'est que la notion de voisinage et le dosage du voisinage est une aspiration, c'est une des choses du monde qu'on partage le plus entre nous tous. Je veux bien la diapo d'après, merci. Alors, Rabia Henkel, j'ai commencé par ce sujet-là parce que moi, c'est vraiment une préoccupation au quotidien. Constamment, je me pose cette question. Cet en commun avec mes voisins est quelque chose dont je suis très consciente, au point que je la repère facilement chez les autres. Et c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré les coopératives d'habitants. On peut dire qu'on s'est croisés. Elles avaient le sens commun, le lien humain qui me faisait tant défaut. Et j'avais tout simplement l'expertise et le réseau essentiel à leur développement. Donc on s'est donné rendez-vous, mais on ne le savait pas. Je suis paysagiste de formation, devenue promoteur immobilier pendant presque une dizaine d'années, et qui a fini par inventer son métier, histoire de vérifier par moi-même le fameux ça ne marcherait pas en France. C'est pas pour nous. Atterrir dans l'immobilier en étant paysagiste influence forcément ma façon de le produire, ma façon de l'exercer. Je pourrais citer Michel Courajou, notre maître à nous, les architectes paysagistes, qui dit le paysagiste, c'est artiste du relationnel. Il travaille donc à l'assemblage des choses du monde entre elles. Quelle tâche ? Les choses du monde, le lien avec les personnes à qui nous destinons les espaces qu'on construit dans la production classique, sont quand même très absentes. On est très très longtemps très éloigné de la personne à qui on destine pourtant toutes ces actions ou toute cette intelligence. De plus, ma destinée, mes choix de vie ont fait que j'ai été à la rencontre de la Finlande et de la Suisse, et j'ai vraiment pris conscience de ce qu'on ne faisait pas et qu'on pouvait faire dans l'immobilier. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que j'invente mes outils, de nouvelles temporalités de projet et surtout aller à la recherche de ce socle humain qui va être mon point de départ. Ça fait plus de 7 ans maintenant. Les années passent. Au fil du projet, je dirais même au fil des groupes, parce que c'est d'abord des groupes, je me rends compte qu'avec eux, on fabrique un modèle de coopérative d'habitants à la française. Il existe, ce modèle-là, il existe. Les coopératives d'habitants en France, elles ont quitté déjà leur environnement politique natif. Ça fait très longtemps qu'elles sont dans complètement autre chose. Elles sont de taille moyenne, il faut qu'on accepte. Voilà, une quinzaine, une vingtaine de logements. Elles sont participatives, c'est pas comme au Canada. Donc il y a une grande attente, revendication pour participer et être très imprégné par les décisions. Et surtout, là aussi une particularité française, c'est qu'elles s'épanouissent et elles se consolident parmi les acteurs traditionnels de l'immobilier. Elles ne sont pas du tout en rupture avec les acteurs traditionnels. Et d'ailleurs, elles leur apportent beaucoup. Elles leur apportent beaucoup parce que, tout simplement, je reviens au point de départ, c'est qu'avec une coopérative d'habitants, on va avoir très rapidement, tout de suite, le contexte social, le socle social, le contenu social qui manque tant dans la production classique. Parce que nos outils à nous, quand on travaille comme tous les jours, c'est une étude de marché, au mieux elle est une étude de marketing bien faite, ce qui lisse, ce qui donne en fait une vision assez uniforme des modes d'habiter et des attentes, et ce contenu social n'est pas ça. Et quoi qu'on fasse, à un moment ou à un autre, un projet immobilier deviendra un jour un espace social. C'est à un moment ou à un autre des individus qui interagissent entre eux. Et cette rencontre entre les coopératives et vous allez voir tout à l'heure, je vais le développer, est très cooptée par les acteurs de l'immobilier aujourd'hui.
parce qu'ils font le constat qu'assez souvent, ils ne répondent pas aux besoins du territoire. On peut être un promoteur et vertueux et on cherche à répondre à des besoins sociaux et environnementaux, mais assez souvent, allez, je vais être moins pessimiste, on va dire ça arrive qu'on loupe sa cible de départ. Les coopératives d'habitants, elles ont ceci de fascinant. Et je pense qu'il y en a, ils vont vraiment percevoir, parce que je pense que vous êtes au contact des acteurs de l'immobilier. Oui, les coopératives d'habitants, elles sont fascinantes parce que leur acteur est leur destinataire final. L'outil de montage et aussi l'outil de financement. Et en plus, les solutions, les aspirations individuelles, elles sont trouvées à travers des réponses collectives. Je ne sais pas s'il y a des acteurs de l'immobilier, si vous pesez le poids de cette particularité-là des coopératives d'habitants. Les coopératives d'habitants travaillent avec sens, avec précision et s'ajustent au continu. Donc, on est loin de la gestion d'un projet immobilier classique où assez souvent, quand même, on gère plus le risque, un bilan, que plutôt le sens et le contenu. On part avec beaucoup de sens au départ, mais assez souvent, on se retrouve quand même à gérer le risque et à éviter que ça dérape sans qu'on le voie venir. Une fois que j'ai posé ce cadre-là, il est permis, je pense, de constater que, sincèrement, entre nous, s'il y a un domaine où on ne s'attend pas à rencontrer les coopératives d'habitants, c'est bien dans l'accès à son logement. Souvenez-vous, la France, le pays de tous propriétaires. C'est un objectif, c'est une attente. On est tous éduqués pour devenir, notre réussite, elle passe par la propriété. Je dirais même que la propriété individuelle et patrimoniale est un acquis de la Révolution. On s'est émancipé par l'accès, donc on vient quand même de loin. Et je peux vous dire que les coopératives d'habitants, elles intéressent. Elles sont aujourd'hui identifiées par les habitants. On en compte 300 à des stades plus ou moins avancés. Nous, on a des projets assez avancés, y compris à Paris, à l'extérieur de Paris, en milieu rural. Parce que, tout simplement, je pense que les coopératives d'habitants, avant tout, elles remettent une sorte de dignité dans l'accès à son logement. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas très vite, c'est pas une bulle de vente, on est très vite face à ses limites. C'est-à-dire, on est dans la fabrique. On va tenir compte dès le départ des particularités et des besoins et des limites de chacun. Aussi, elle valorise la force des membres d'un collectif. Et ça, je crois que c'est commun à tous ceux qui ont parlé aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir ce soir, c'est qu'elle valorise la disponibilité d'un membre, elle valorise son savoir-faire, voire son savoir-être, sa façon à être dans le groupe, à stabiliser le groupe. Elle crée quand même un environnement solidaire. Je vous ai dit, c'est un outil de montage, mais aussi de financement. Dans une coopérative, une fois qu'on a résolu la question de l'apport, et je reviendrai dessus, messieurs les banquiers, s'il y en a dans la salle, plus tard, dans une discussion à côté, c'est qu'on ne va pas envoyer chacun aller chercher son financement individuel. Donc, on est complètement dans autre chose. Et en ce sens, on crée un environnement aussi bienveillant. On écoute, on parle de ces sujets-là et qui intéressent beaucoup les nouvelles cellules familiales. Les seniors isolés, les familles monoparentales, ceux qui n'ont pas le droit de divorcer, si vous suivez l'actualité. Donc, tout ça pour dire que la coopérative et tout ça à la fois, c'est à la fois un outil de gestion de projet, mais aussi un environnement. C'est une communauté de vie, d'abord, qui devient petit à petit une communauté de projet. Et qui s'entoure. Elle n'a pas du tout de frein culturel, elle n'est pas du tout à se poser est-ce que je parle à ceci, est-ce que je... En fait, elle est dans l'efficacité, elle est consciente de ses besoins et elle les porte, chemin faisant, dans un calendrier, dans un budget, avec responsabilité, avec bienveillance et solidarité. Et ce qui s'avère quand même, je pense que ça va passer aussi la parole à la personne après moi, c'est qu'on a quand même tous, vous êtes tous au courant, on a des défis. Il y a un changement climatique qui nous guette tous. On cherche tous cette solution de la résilience et comment les changements comportementaux ils vont se mettre en place pour qu'on fasse face à ces changements climatiques. Et en fait,
Les coopératives d'habitants, on est dedans. On est dedans aujourd'hui parce qu'elles libèrent les parcours résidentiels. Comme elle apporte des solutions, elle les libère, on trouve des solutions collectives. Elle apporte aussi des solutions pérennes au vieillir, au bien vieillir, je dirais. Il y a quand même une actualité démographique. Et aujourd'hui, les coopératives d'habitants intéressent beaucoup les seniors qui refusent la fatalité de l'EHPAD ou qui ne peuvent pas compter sur les solidarités familiales. Donc c'est vraiment une alternative pour ce public-là. Elle crée un espace de résilience où on parle vraiment de la compacité des surfaces, on parle de l'économie, du bilan carbone, du partage des équipements, des partages des espaces. Et je dirais même que c'est une cellule d'innovation assez, comme je viens de l'immobilier, j'ai pu le percevoir et de le mesurer, c'est que nous, quand on était promoteur, on nous interroge beaucoup sur le nouveau mode d'habiter, le service dans l'immeuble, les espaces partagés, mais c'est totalement le quotidien des coopératives d'habitants, comment apporter de services, s'ouvrir à d'autres coopératives, à d'autres prestataires de services qui partagent aussi le même ADN et les mêmes valeurs, et surtout dans une logique aussi de transparence de modèle économique. Elle permet aussi de satisfaire une demande sociale assez croissante de s'autodéterminer, d'auto-agir et d'avoir ses propres valeurs dans lesquelles on évolue et dans lesquelles en fait on fait grandir tout simplement ses enfants. Il y en a qui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est un choix, parce qu'on crée vraiment une cellule qui permet de s'émanciper dans des valeurs qui sont vraiment les nôtres. Et enfin, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, sur des secteurs tendus, comme l'Île-de-France ou comme notre métropole, où voilà, il y a un vrai problème de désengorgement et d'accès au logement, mais aussi en milieu rural, hein, où aujourd'hui, en fait, les temps sont durs de vieillir en milieu rural. Je pense que c'est vraiment une alternative, et c'est en ce sens où il y a de la place un peu pour tout le monde et tout le monde y gagne. Voilà, je vous remercie.